serait peut-être bien que je me mette debout, pardon. J'ai laissé de côté la promo que j'avais fait aujourd'hui pour être là, car la question sur l'esclavage est importante pour vous et pour moi aussi. Je vais donc vous exposer ce que je pense de l'esclavage moderne, car malheureusement ça existe encore. Le 27 avril 1848, le gouvernement provisoire de la Deuxième République, sous l'impulsion de Victor Schœlcher, décrète l'abolition de l'esclavage en France. 170 ans plus tard, où en est-on dans cette même France sur la question de l'esclavage et où en est-on dans le monde? L'esclavage existe malheureusement toujours. A-t-il pris d'autres formes? C'est ce que nous allons donc essayer de voir. 1948, article 4 de la Déclaration des droits de l'homme des Nations Unies. Nul ne sera tenu en esclavage, ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes les formes. Ça, c'est ce qui était dit dans la Déclaration des droits de l'homme. Bon, entre ce qui est dit et ce qui est appliqué, on va voir si les choses ont vraiment changé. Quelles sont les formes de l'esclavage contemporain? L'esclavage traditionnel, où la personne est un objet qui appartient à une autre personne, existe toujours dans quelques rares pays. Bon, rares pays, ça c'est pour faire beau, hein. Je pense que c'est même dans tous les pays. J'en suis certain. Voilà. Mais d'une manière générale, on ne parle plus exactement des mêmes choses. Aujourd'hui, un esclave est une personne vulnérable. C'est généralement une femme ou un enfant, parfois un homme, qui n'a plus aucun moyen de se défendre. Il a perdu ses droits et il est soumis à des exploiteurs. Mais on n'est pas dans un système de fer aux pieds et de traite négrière dans les bateaux, même si ça y ressemble. Aujourd'hui, ils voyagent parfois en avion, parfois dans les coffres de voitures, mais la situation de ces personnes est toujours dramatique. C'est une négation parfaite de la personne humaine, puisque cette personne dépend entièrement d'une autre pour un travail qu'elle n'a pas le droit de quitter et qui peut être dangereux. Un domicile huppé, j'insiste sur le mot huppé, vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure qu'on avancera. Donc, un domicile huppé où elle est astreinte à toutes les corvées, voire une ou un proxénète à qui elle doit obéir au doigt et à l'œil. Ça rejoint ce dont Sonia parlait tout à l'heure. J'ai un jour, il y a 12 ans, tourné un documentaire intitulé « Les filières africaines de la prostitution ». L'auteur de ce documentaire était mon ami et frère Olivier Enogo, et moi j'étais le journaliste d'investigation. Dans ce documentaire, durant le tournage de ce documentaire, j'ai échappé à 2 fusillades, et ce n'était pas en Afrique, hein, c'était en Europe. Vous comprenez pourquoi je vous disais tout à l'heure, ça existe partout, même ici. J'ai échappé à une première fusillade au quartier rouge à Amsterdam, en Hollande. Et une seconde fusillade, tenez-vous bien, dans la, non pas Place Clichy, dans la capitale de l'Europe, Bruxelles, gare du Nord. Là-bas, on a mis des box dans lesquelles on aligne des femmes qu'on vend comme des sardines. C'est à cet endroit que j'ai échappé à une deuxième fusillade. Et ensuite, en Afrique, au Cameroun, j'ai été séquestré par le gouvernement camerounais parce que j'ai tourné ce documentaire. D'ailleurs, on m'avait refusé le visa pour m'y rendre, pourtant je naquis au Cameroun. Vous comprenez? Bon, c'est un peu ça souvent. Donc, dans cette forme d'esclavage moderne, les papiers de l'esclave, donc ces papiers d'identité, sont en général confisqués. L'Organisation internationale du travail, en abrégé OIT, qui dépend de l'ONU, estime qu'entre 2012 et 2016, 89 millions de personnes ont été en situation d'esclavage dans le monde pour une durée allant de quelques semaines à toutes ces années.
89 millions de personnes. Vous imaginez, toute la population française soumise à l'esclavage, et ça fait même pas, on n'atteint pas les 89 millions. Donc, c'est plus qu'un pays, c'est plus que... la France et la Belgique réduits en esclavage entre 2012 et 2016. De quoi parle-t-on précisément quand on évoque l'esclavage moderne? Les esclaves modernes, ce sont des personnes qui se trouvent dans des situations de grande vulnérabilité, soit des situations de conflit, soit de grande pauvreté, et donc profitent des personnes qui ont les moyens et qui exploitent ces situations. Donc, il y a différents types d'esclavage contemporain. L'esclavage pour dette. Oui, il y a l'esclavage pour dette. L'esclavage pour dette, quand quelqu'un a besoin d'argent pour des médicaments, des semis, pour quoi que ce soit, et qui emprunte à un prêteur qui le réduit en situation d'esclavage, l'obligeant à travailler pour rembourser sa dette. Mais comme il ne peut jamais rembourser cette dette-là, parce qu'il faut qu'il paye déjà sa nourriture, son hébergement, il se trouve dans une situation d'esclavage qu'il va ensuite, généralement, transmettre à sa progéniture. Donc on va jusque-là. Quelqu'un qui a emprunté de l'argent pour se faire soigner, ne pouvant rembourser, doit transmettre comme héritage cette dette-là à sa progéniture, qui, elle aussi, de fait, devient esclave. Le travail forcé est la forme la plus répandue que l'on retrouve dans tous les domaines, et de manière plus importante dans le travail domestique. L'OIT, donc c'est l'Organisation internationale du travail qui dépend de l'ONU, estime qu'il y a 20 millions de personnes en situation de travail forcé, dont 15 millions dans le secteur privé, où cela rapporte 150 millions de dollars aux exploiteurs, soit une somme extrêmement importante. 150 millions de dollars, c'est comme 140 millions d'euros, je crois. Hein. Voilà. La deuxième cause de la construction, est la construction, le bâtiment, le monde agricole, des prêcheries et des mines, qui font travailler beaucoup d'enfants comme esclaves. Car ces enfants, ils sont très petits pour entrer dans les galeries où les adultes n'arrivent plus à aller chercher le minerai. Donc on prend des enfants, 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui ne vont plus à l'école, qui vont dans les galeries chercher des mines, qui permettent ensuite de fabriquer tout ce que nous utilisons de beau aujourd'hui. Je ne veux culpabiliser personne, mais bon. Il y a également l'esclavage sexuel. Ah ben oui, ça rejoint ce documentaire que j'avais tourné il y a 12 ans. C'est-à-dire la prostitution forcée, la pédopornographie et tout ce qui tourne autour d'Internet. Bel outil, mais aujourd'hui, qui sert au réseau. Selon l'OIT, cela représente 5,5 millions de personnes avec un grand nombre de femmes et d'enfants mineurs. Aujourd'hui, on considère aussi que le mariage forcé est une forme d'esclavage moderne pratiquée dans beaucoup de pays, notamment en Afrique où cela reste actuellement la principale forme d'esclavage pour les jeunes filles, malheureusement. Sans oublier les enfants soldats. Oui, les enfants soldats au Congo sont aussi considérés comme étant des esclaves. Donc, on considère qu'il s'agit d'une forme d'esclave. Soit ces enfants sont armés et ils combattent, soit ils sont réduits à des tâches sexuelles ou domestiques. Ils sont extrêmement jeunes quand ils sont dans ces situations et c'est très difficile de les en sortir car quand ils ont vécu ces choses épouvantables, c'est très compliqué de les réinsérer. Parfois on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye? Est-ce qu'on abandonne? Et à cette question-là, on n'a pas encore trouvé de réponse. Enfin, il y a aussi un esclavage par les États. Oui, l'esclavage par les États. Pour ceux qui sont souvent allés en Afrique, vous avez dû
rencontrer des esclaves sans savoir qu'ils en sont des esclaves. Pour des grands projets de développement, pour construire des infrastructures, comme par exemple les routes ou les ponts, cette main-d'œuvre forcée est exploitée, enfermée, doit obéir aux ordres et ne sera jamais payée. Je ne vais citer aucun pays, mais si vous suivez mon regard, pour ceux qui sont là en Afrique, et même, ça se passe aussi en France, hein, dans le textile, dans les sous-sols, là, hein, vous avez vu ce reportage sur France 2. Donc, je ne cite aucune communauté, mais suivez mon regard. Quel sexe est concerné? Vous avez compris que tous les sexes et toutes les tranches d'âge d'ailleurs sont concernés par ce fléau. Mais les plus concernés sont les femmes, car ce sont les personnes les plus vulnérables dans toutes ces situations de grande pauvreté. Oui, le sexe faible. Pourtant, ce sont elles qui portent l'humanité. L'esclavage moderne pour l'OIT, c'est 70% de femmes et 30% d'hommes, car, évidemment, si on compte le mariage servile, cela ne concerne que des femmes, mais dès qu'on rentre dans des catégories comme des pêcheries, l'agriculture, les mines, les produits manufacturés, la construction, on trouve majoritairement des hommes, cette fois-là. Bon, c'est un peu plus du muscle. C'est bien de mettre ces muscles-là au boulot, mais ce genre de boulot, non. Concernant les enfants, 152 millions d'entre eux travaillent dans le monde. 152 millions d'enfants travaillent dans le monde. Mais tous ne sont pas, mais tous ne font pas un travail d'esclave. L'OIT considère qu'il y a 10 millions d'enfants qui sont en situation d'esclavage et de travail forcé, dont près de la moitié se trouvent dans des systèmes d'exploitation sexuelle. 10 millions d'enfants, 5 millions exploités sexuellement. Dans la pédopornographie ou la prostitution. Les autres enfants, les autres étant soit des enfants qui travaillent dans les mines ou des tâches domestiques, comme ceux qu'on appelle les reste-avec en Haïti, ou les petites bonnes au Maroc, qui relèvent des situations d'esclaves domestiques. Vous me permettrez d'ajouter que les petites bonnes ne sont pas qu'au Maroc. On ne veut pas stigmatiser un seul pays. Même en France, on trouve les petites bonnes. Si vous pouvez être des petites souris pour entrer dans les logements des diplomates, hein, vous comprendrez que le phénomène n'est pas encore expliqué en France. Hein. Si vous allez dans des grandes familles qui viennent du Golfe Persique, je ne vais citer aucun pays car j'ai besoin de visa pour y rentrer, donc vous permettrez que je ne les cite pas. Vous vous rendrez compte qu'on ne devrait même pas pointer le Maroc, mais pointer plutôt la France. Et tout le monde le sait, mais bon. Il faut bien faire des affaires avec certains. Vous voyez un peu. Il faut bien qu'on injecte un peu d'argent dans le football et que tout le monde danse à la porte de Deuil le soir. Vous suivez mon regard. Voilà. Quel continent est concerné par l'esclavage moderne? Tous les continents sont concernés. Il n'y a pas un seul continent qui n'est pas concerné par l'esclavage moderne. Hein. Tous sont concernés. Certains me demanderaient les États-Unis aussi, je vous dirais, mais oui, vous pensez que les Mexicains font quoi là-bas? Ils sont concernés aussi. Donc, c'est un phénomène absolument mondial que l'on trouve sur tous les continents et qui est plutôt invisible. Il faut vraiment se pencher dessus pour le voir. Il faut même prendre des loupes. Y a-t-il des Guadeloupéens dans la salle? Et il y en a? Ah, Patrick, ça c'est bien. Ah ben voilà, vous êtes les cousins des Ivoiriens, est-ce que vous le savez? Un Guadeloupéen, c'est un ancien Ivoirien qui, ne voyant rien, a pris une loupe. Bon, je vous dirai à la fin ce que c'est qu'un Martiniquais. Alors, ainsi, à part des événements comme la catastrophe du Rana Plaza le 29 avril 2013 à Dakar, au Bangladesh, qui avait fait
1135 morts et 1 millier de blessés. Et cette fabrique de vêtements au Bangladesh, qui sous-traitait pour des marques, des grandes marques occidentales, s'était effondrée sur ses ouvriers, révélant au monde les conditions de travail épouvantables de ses employés. Que sait-on des pêcheries de Thaïlande ou des fabriques de téléphones portables en Chine, par exemple? C'est beau les téléphones portables, hein? Mais si vous saviez les ravages qu'ils causent au Congo d'abord, et ensuite en Chine, je suis sûr que nous jetterions nos téléphones smartphones. N'est-ce pas, Sonia? Ah, c'est bien. Bien. Ben, sachez que dans ces pays-là, surtout en Chine, les gens travaillent 24 heures sur 24 dans des énormes complexes avec des salaires de misère pour le compte de multinationales comme Apple. Apple, oui. Bon, il n'y a pas qu'Apple, hein. Samsung aussi. Bref, tous, voilà. Il n'y a pas un pour tirer l'autre. Hein, bon. Très peu de choses, sauf que cela a touché. Qu'est-ce que nous savons de cela? Très peu de choses, sauf que cela a touché approximativement 89 millions de personnes en 4 ans. En 4 ans, 89 millions de personnes ont été réduites à l'esclavage moderne et a construit tout ce que nous avons de gigantesque. Nous allons terminer sur la prévention et la condamnation de l'esclavage moderne. Après plusieurs procès et condamnations devant la Cour européenne des droits de l'homme, la France a dû se doter d'une législation et a introduit l'esclavage, la servitude et le travail forcé dans le code pénal où il ne figurait pas, puisque considéré comme étant aboli depuis 1848. Je vous ai dit tout à l'heure que tout le monde le sait, mais on fait comme si on ne savait pas. Qui pouvait imaginer en France, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'il n'y a plus d'esclavage? Qui pouvait l'imaginer? C'est un peu comme le travail au noir, c'est aussi une forme d'esclavage. Hein? Qui est-ce qui emploie des gens au noir? C'est pas le noir. Du tout. Sans faire de racisme ou de... C'est pas le noir. C'est des grands groupes. Je ne vais pas les citer car nous avons besoin d'eux pour vendre nos cerveaux à Coca-Cola. Vous suivez mon regard. Ce sont eux qui sous-traitent. Ils sous-traitent. Et qui est-ce que les sous-traitants emploient? Nous avons tous la preuve. Nos bâtiments, à Villeneuve-la-Garenne, à Gennevilliers, à Asnières peut-être, dans toute la France, lorsqu'il y a des travaux, ce sont des gens qui ne disent pas un seul mot de français qui viennent les réaliser. Ils les réalisent mal. Il n'y a pas de contrôle derrière. 2 jours après, il faut tout recommencer. C'est des gens qui sont mal payés, qui sont même esclaves. Ils dorment tous dans une même chambre, ils mangent le même riz le soir, le lendemain ils se remettent au travail, ils n'ont pas autre vie que le travail. Et ça, personne ne le sait, mais tout le monde le sait. Donc, dans le monde, il y a des avancées dans un certain nombre de pays, du moins dans les pays développés. Il y a eu des propositions de l'ONU, du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne, qui a aussi pris des mesures pour l'Europe. La Grande-Bretagne essaie de faire bouger les choses au sein du Commonwealth pour avoir une lutte coordonnée sur l'esclavage moderne. La Grande-Bretagne essaye au sein du Commonwealth. Pour ceux qui le savent, parce que c'est que le Commonwealth, c'est l'équivalent de la francophonie en zone anglo-saxonne. Donc vous voyez, la Grande-Bretagne, qui est une très grande puissance, essaye au XXIe siècle. Personne ne sait rien, mais tout le monde sait tout. Tout le problème réside encore dans l'application de ces textes. En effet, le plus important, c'est l'identification des victimes, la prévention de ces faits et le repérage des auteurs de ces faits. Et pour cela, les solutions ne sont pas encore efficaces. Solution encore loin d'être efficace, oui, notamment pour l'esclavage des migrants. Oui, car aujourd'hui, les migrants sont réduits à l'esclavage en Europe, sur le sol européen. En raison de la longue chaîne des responsabilités,
puis de l'inaction relative à la communauté internationale et des gouvernements des pays de départ. Oui, on dit toujours cela. J'ai emprunté ce dernier paragraphe à Madame Sylvie Audy, qui est présidente du comité contre l'esclavage moderne. Elle a accordé une interview à la radio RFI le 27 avril dernier, et cette dernière partie, je la lui ai empruntée. Oui, on parle toujours des pays de départ, mais quid des pays d'accueil? Prenons le cas, elle a bien précisé particulièrement en Afrique, les pays de départ, l'Afrique. Ah, ça c'est bien ça. Mais dis donc, ceux qui dirigent ces pays africains sont démocratiquement nommés par ceux qui sont ici et le peuple africain démocratiquement informé. Après, tout le monde, personne ne sait rien, mais tout le monde sait tout. Là est le drame. Vous comprenez, mesdames et messieurs, que s'il y avait une réelle volonté politique ici en Occident, ici en France, ben, la situation aurait changé depuis très très longtemps. C'est une hypocrisie internationale. C'est une hypocrisie de notre pays. Lorsqu'il dit notre pays, je parle bien de la France, car on a le droit de fustiger son père lorsqu'il fait des conneries. C'est une hypocrisie. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions. Je veux peut-être ajouter ceci, si Sonia permet, voilà. Ce livre, Ils ont vendu mon frère, relate des faits réels. Mon propre frère, cadet, Félix, est esclave en Libye. Et je n'ai pas ces nouvelles depuis le mois de juillet dernier. Donc ce livre relate mon parcours d'immigrant, car je suis français depuis bientôt 15 ans, mais j'étais à l'origine camerounais. Je suis arrivé en France, j'ai été immigré, j'ai aussi un jour pris un bateau, quelque part. J'ai connu beaucoup de souffrances dans la zone d'attente de Roissy. Aujourd'hui, dans ces zones d'attente, vous voyez des associations de défense des droits installées. Vous avez devant vous l'instigateur de tout cela. C'est moi qui fis venir à l'ANAFE, en zone d'attente 3 de Roissy. C'était le 21 mars 2001, alors que j'y étais moi-même enfermé. Et il y avait des sévices corporels, des viols de la part des policiers, et étant enfermé, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai pris la défense de tout le monde. Donc je relate tout cela ici, je relate aussi mes rencontres avec certains puissants de ce pays. Aujourd'hui, je vois un d'entre eux qui est en train de pleurer, comme si on voulait lui jeter l'anathème. Je parle de Vincent Bolloré. Ici, j'explique que j'ai souhaité lui parler. Il s'est défilé, il a fui la discussion avec moi. Il m'a envoyé Michel Roussin, à qui j'ai dit des choses, tout comme Dominique Strauss-Kahn, quand il obéissait plus à sa tête qu'à autre chose. Et bien d'autres personnes. Ils sont nombreux avec qui j'ai discuté des choses politiques ici. Je parle sous le contrôle de Jacqueline, qui sait que même en politique, je me suis un jour essayé en politique pour essayer de faire évoluer les choses, mais la politique est très têtue. Voilà, merci. Vous avez donné des chiffres, des informations, des précisions. Il est entré dans les détails, puisque je ne voulais pas, vous avez déjà assez accablé, n'est-ce pas? Mais c'est pour ça que je vous ai dit, on a vraiment de la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui. Donc profitez de cette occasion, on arrive à la phase un petit peu d'échange. Alors je suis sûre que ça vous a fait réagir, quand vous avez entendu ce qui vous a impliqué, ce témoignage aussi émouvant. Tenez Sonia, je vous donne ce micro si je prends le vôtre, comme ça vous allez vous balader tranquillement. Tenez. Merci. Alors, on a cette super chance. Ça suscite aucune réaction, pas de questions. Ah, super. Merci Sonia. Donc bonjour monsieur, merci beaucoup pour ce témoignage très documenté et poignant. Vous avez dit, sauf si je n'ai pas bien compris, que certains États africains assujettissent, certains esclaves sont assujettis par les États en Afrique, ou je n'ai pas bien compris? Non, je ne veux pas dire que les États africains motivent l'esclavage, mais je ne veux pas dire au contraire non plus, car mon premier, je l'écris dans mon livre d'ailleurs, mon premier Félix en France est noir et mauritanien. Donc lorsque je sors de la zone d'attente de Roissy,
avec les combats que j'ai menés en étant moi-même enfermé, la Croix-Rouge de Roissy, service des primos arrivants, me occupait pour être bénévole. Donc j'accompagnais les primos arrivants en France dans leur démarche à France Terre d'Asile et autres. Et le premier noir qu'on présente, qui sort, qui fuit l'esclavage dans son pays, est mauritanien, noir de peau. C'est comme ça que j'apprends qu'en Mauritanie, les Noirs n'ont pas de chapitre, ils sont réduits à l'esclavage. Et il n'y a pas qu'en Mauritanie. Allez bien regarder en Algérie, allez bien regarder au Maroc, allez bien regarder en Tunisie. Vous comprendrez que ces États-là cautionnent quelque part l'esclavage. Je vais vous donner une petite anecdote. Il y a de cela 30 ans, la Coupe d'Afrique des Nations de football se jouait au Maroc. Il y avait dans l'équipe du Maroc un footballeur qui était le plus talentueux du pays, qui avait la même couleur que Sonia. Vous voyez, Sonia n'est pas noire. Hein? Pour moi, elle n'est pas du tout noire. Timoumi avait la même couleur que Sonia, et il éprouvait des difficultés à évoluer dans son équipe nationale, parce que des gens comme Abdelaziz Boudébala n'en voulaient pas, lui il était trop noir. Il fallut l'intervention du roi pour que Timoumi joue, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Maroc n'a jamais gagné ce tournoi-là, car l'équipe était diminuée. Alors, ça c'est pour ce qui est des États africains. Mais il y a d'autres États, qui sont des grandes puissances d'ailleurs, qui vont faire des travaux en Afrique. On ne sait jamais qui constitue la main-d'œuvre. On ne les voit jamais en ville. Ils dorment dans des conteneurs, ils mangent du riz et ils travaillent. Pensez-vous que ce soit des gens libres? Moi j'ai un doute. Et ces États-là ne sont pas en Afrique. Ils sont très puissants. Et on fabrique tout chez eux. Monsieur le regard. Voilà. Merci beaucoup. D'autres réactions, d'autres commentaires? Il y a le monsieur. J'en reviendrai juste après par rapport à votre enquête sur l'esclavage sexuel. Mais en effet, lorsqu'on parle de l'Asie et de la Chine en particulier, il y a 40 millions de prisonniers politiques en Chine qui travaillent de manière gratuite. Donc ils ne sont pas des esclaves. Vous êtes sud-est français, attention, il faut faire des affaires là-bas, donc il ne faut pas les citer. J'insulte pas. J'insulte l'avenir, on va dire, mais tant pis. À un moment ou à un autre, il y a des choses qui doivent être dites, et il y a 40 millions de prisonniers politiques, ou peut-être un peu moins, mais en tout cas, qui travaillent bénévolement. Voilà, pour l'État, et donc dans des conditions innommables. Néanmoins, voilà, c'était pas... je ne sais pas après s'ils voyagent dans des containers ou autres, mais déjà sur place, ça en fait beaucoup. Concernant tout à l'heure, quand vous parliez des fusillades auxquelles vous avez fait allusion, j'habite Clichy, à la porte de Clichy, il y a eu régulièrement des règlements de compte entre des réseaux de proxénètes, et c'est la raison pour laquelle je me suis interrogé, puisqu'il y a eu aussi pas mal des assassinats de prostituées, donc des filles qu'on retrouve égorgées, dont on ne parle jamais, notamment des Nigérianes, voilà, pour être très clair. Et est-ce que dans le cadre de votre enquête, vous avez pu avoir des précisions sur ce réseau? Wow. Ça me replonge un peu dans un passé douloureux. En tournant ce documentaire, Les filières africaines de la prostitution, une jeune fille de 21 ans avait été poignardée sous nos caméras, une jeune Ivoirienne. Mon ami Olivier a appelé le SAMU, qui est venu la transporter, mais elle a rendu l'âme sur le chemin. Comme elle n'avait pas de papier, nos chères autorités en ont fait juste un numéro. C'était juste un numéro. On n'a pas cherché plus. Et ensuite, on nous a intimé l'ordre de ne pas tout en parler. Vous comprenez? Nous sommes bien en démocratie, hein? N'est-ce pas? Il faut aussi savoir, je vous ai dit tout à l'heure que personne ne sait rien, mais tout le monde sait tout. Lorsque vous êtes étudiant en Afrique, allez demander un visa pour venir étudier en France. Disons, c'est pas le parcours du combattant. C'est la passion du Christ. C'est très compliqué. Mais les proxénètes obtiennent très facilement des visas pour des gamines qu'on vient mettre sur les trottoirs ici. Comment font-ils? Comment font-ils?
Qui est-ce qui octroie ces visas-là? Est-ce des Africains ou des Européens? Personne ne sait rien, mais tout le monde sait tout. Voilà, ça nous a valu quelques ennuis. Hein. Croyez-moi que pendant longtemps, et même encore aujourd'hui, il y a des endroits où je ne peux pas mettre les pieds, ni mon collègue. Comprenez? Voilà. Merci. Des questions? D'autres réactions? Il faut en profiter, vraiment. Merci Sonia. Je voulais juste vous demander si vous envisagez de poursuivre vos travaux qui concernent l'esclavage vers une piste bien particulière qui est la conséquence de l'esclavage aux Antilles, puisque l'esclavage a été officiellement aboli pour la deuxième fois en 1848, mais me semble-t-il, les chaînes de mes ancêtres sont passés des pieds à la tête. Est-ce qu'à un moment, c'est mon point de vue, lorsque j'observe ce qu'on appelle la reproduction sociale aux Antilles, je pense qu'il serait bon que nous nous questionnions en France sur ce qui se joue aux Antilles. Comment expliquer qu'une population vit dans un quasi-dénuement. Lorsqu'en 2007, me semble-t-il, le mouvement LKP a dit quelque chose, quels échos et quelles conséquences en ont été tirés. À mon sens, il serait très intéressant de voir quelle est la conséquence de l'esclavage sur mes compatriotes antillais. Première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous avez oublié de faire la blague sur les Martiniquais et que je me sens un peu en reste. C'est vrai, moi aussi je l'avais, la blague sur les Martiniquais. La blague sur les Martiniquais, je vous la ferai en off. Il y a des enfants dans la salle. Mais ça a trait avec Martine, vous voyez le truc quoi. Oui, les conséquences. Les conséquences dramatiques. Je sais qu'aux Antilles, où je n'ai jamais mis les pieds, pas encore, personne n'y a encore invité, mais bon, je ne désespère pas. Il vaut mieux être clair de peau que trop brûlé par le soleil. La hiérarchisation sociétale est faite telle que il y a le béquet qui est au sommet, on le déteste mais on l'aime parce que ça peut être clair. Ensuite, il y a celui qui a la peau un peu claire, un peu comme Patrick Saint-Éloi. Celui qui ressemble plus à Jacob Desvarieux a moins de chance, sauf s'il fait de la bonne musique. Stupide, mais bien orchestré, savamment orchestré et déposé là par le colonisateur. Le problème se pose aussi en Afrique. Vous voulez qu'on reste amis longtemps? Si je vous en parle, je suis certain qu'on finira en queue de poisson ici, car la religion contribue à cela. La religion. Je parlais à quelqu'un tout à l'heure, une femme formidable, elle est partie, Véronique, votre maman. Où était-elle, Véronique? Elle est là. J'ai discuté de cela avec elle avant d'entrer dans cette salle. Je pense, et ceci n'engage que moi. Oui, Véronique, je vous citais, venez. Très intéressant, Véronique. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît. Vous avez soif de connaissances et une question m'a été posée qui touche une autre discussion tout à l'heure à propos de la religion. Ah. Donc je voulais juste qu'on sache que Sonia a une maman formidable qui veut comprendre, qui doit apprendre tous les jours. Aujourd'hui, la religion a érigé la peau blanche en Seigneur. Jésus serait blanc. Et nous serions tous descendants des Gaulois. Même moi. Ah, Nicolas, il a dit de bonnes choses, mais il lui arrivait de dire des conneries. Hein. Heureusement, les conneries, il vaut mieux les dire que les faire, même s'il les en fait, il en fait quelquefois. Mais bon. Et tant que les Noirs croiront dans ces religions-là, seront dans ces religions-là, ils auront beaucoup de mal à s'émanciper. Beaucoup. Car le Jésus qu'ils vont prier tous les dimanches, et même tous les jours désormais, est blanc. Le maître était blanc. Le colonisateur était blanc. Je n'ai rien contre les blancs ici. Jacqueline le sait.
Ma feu épouse, décédée il y a 10 ans, était blanche de peau. Rien contre les blancs, mais il faut rétablir la vérité. La religion fait beaucoup de mal aux Africains. Beaucoup, beaucoup. Et tant que les Africains, les Noirs, ne sortiront pas de ces religions-là, ils auront beaucoup de mal à s'émanciper.